Bonsoir très chers compatriotes gabonais. En vos rangs des qualités respectives, selon vos titres nominatifs et honorifiques. Vous êtes à l'émission Atmosphère référendaire bain de minuit. J'interviens à cette heure tardive pour la simple raison que nous sortons d'une longue coupure d'électricité. Et je pense que la sempiternelle question de la SEG serait certainement aux mains de nos dirigeants. Il serait hors de question, hors d'à propos pour moi, d'aborder encore cette problématique qui m'avait permis de débattre avec plusieurs acteurs politiques étatiques à Gabon 24 au sujet de cette société en situation de monopole, mais qui tout de même parvient à saboter l'action du chef de l'État auprès des ménages. Et il n'y a rien pour pouvoir convaincre les dirigeants de cette société moribonde, cette société qui ternit l'image de tout un État. Qu'à cela ne tienne, je voudrais aborder ce bain de minuit référendaire par cette initiative prise par le chef d'État à quelques heures de l'ouverture de notre campagne référendaire où nous avons une seule question préjudicielle: l'adoption de cette loi fondamentale ou le rejet de cette loi par les populations. Mais le chef de l'État gabonais, son excellent Brice Koto Oligui Nguema, a réuni l'ensemble des acteurs syndicaux et il a annoncé une nouvelle majeure, une nouvelle salvatrice à l'égard des agents publics. Et il le disait à l'endroit des agents publics qu'il reconnaissait la dette due par l'État gabonais qui est de 106 milliards, d'après les calculs qui ont été initiés par les experts, les économètres, les économistes, les comptables publics, le gouvernement Raymond Nsima. Je voudrais tout de même rafraîchir la mémoire de certaines personnes que c'est encore ce même Nsima, lorsqu'il était Premier ministre, qui avait procédé au paiement à géométrie variable de la dette des fonctionnaires due par l'État gabonais. Moi qui vous parle, je n'avais perçu que ma titularisation, alors que mon plus gros montant était l'intégration. Et il y a eu des personnes comme ça qui se sont retrouvées avec 4, 5, 6, 10 millions. On ne sait pas quelle magie. Pendant que nous, les renégats, les rejetés, les pestiférés, les flagellés, moi, personnellement, j'avais perçu à peine 1 million de francs CFA. Et on me dirait que c'était la titularisation que j'avais perçue, alors que le vrai montant que je devais percevoir, c'était d'abord l'intégration, ensuite la titularisation. Mais qu'à cela ne tienne, eh bien, je me suis atténu à mes 1 million de francs. Là, le chef de l'État, Brice Koto Oligui Nguema, vient d'annoncer le paiement de 1/3 de la dette due par l'État gabonais. Donc, si vous prenez 106 milliards, vous divisez par 3, le chef de l'État a décidé de payer 35 milliards aux fonctionnaires gabonais par rapport à la dette due à notre système étatique qui était gangréné par la concussion, la gabégie et la gestion scabreuse de l'ancien dictateur du pouvoir. Mais, comme vous le savez, le malheur ne vient jamais seul. Vous savez très bien comment identifier comme un fonctionnaire fantôme. Quand bien même ils savent que je ne suis pas un fantôme, que je suis un fonctionnaire irrégulier par faute d'avoir un bureau, une chaise, même un endroit où poser mon derrière. Mais quand cela ne tient, ces gens-là ont bloqué mon bord de caisse. J'ai fait des pieds de grue. Et ce bord de caisse est conditionné par une présence au poste de mon directeur, le directeur des ressources humaines. Cette même présence au poste qu'on attribuait à tous ceux qui ne venaient pas au ministère, y compris les rescapés, les disparus,
du ministère. Et certains, par extraordinaire, ont même été nommés ambassadeurs, d'autres conseillers, etc., etc. Moi, personnellement, lorsque le chef de l'État m'avait fait la proposition d'aller à l'étranger, j'avais dit au chef de l'État que je l'aiderais mieux en restant sur le sol gabonais que d'aller à l'extérieur. Bref, c'était tout simplement un rappel de fait. Et là, tu étais comme. Et là, vous avez le chef de l'État qui annonce le paiement des rappels sur solde de l'ensemble des fonctionnaires. Moi, je suis considéré comme un fonctionnaire fantôme avec plusieurs autres compatriotes. Autrefois, le Premier ministre parlait de 13 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, il parle maintenant de 2 000 fonctionnaires. Mais je vous le dis, même les 2 000 fonctionnaires là existent bel et bien. Chacun selon la condition qui est la sienne. Moi, personnellement, je n'ai pas de chaise. Je n'ai pas de bureau. Je n'ai rien. Donc, il me fallait chaque matin aller me balader au ministère des Affaires étrangères, récupérer les journaux auprès des membres du CTRI, les lire à la cour et ensuite rentrer à la maison. Voilà comment a été bornée la fonction de David Ibrakuma, catégorie A, hiérarchie A2, diplômé de l'école de préparation au cahier administratif, section diplomatie, 17/20 de moyenne, de notes de soutenance et 12,89 de moyenne annuelle. Et le premier avait 13,33 ou 13,40, quelque chose comme ça. Je voudrais vous rappeler une fois de plus ce que j'avais dit par ailleurs à quelqu'un. Que moi, David Ibrakuma, je suis victime non pas d'un mauvais destin, mais d'un très bon destin. Vous savez, lorsque le diable vous colle à la peau, c'est que vous êtes véritablement sur la bonne voie. Parce que le diable ne s'attaque jamais à la trajectoire destinée de quelqu'un dont il sait incapable de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Voilà les fonctionnaires identifiés comme des fantômes qui vont certainement ne pas percevoir leur rappel sur solde, leur avancement automatique, une dette due plusieurs années en arrière avant la prise de pouvoir par le CTR. Or, il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi ne statue que pour l'avenir. Et par conséquent, la loi n'a pas un effet rétroactif et ne s'applique pas aux situations antérieures qui se sont posées avant son entrée en vigueur. Mais, qu'à cela ne tienne, nous attendons voir comment ils vont procéder au paiement des rappels sur sol de ceux-là qu'ils ont identifiés comme des fantômes, ceux-là qu'ils ont d'ailleurs refusé d'enrôler comme agents publics, pour la simple raison, d'après les informations que j'ai eues, qu'il y aurait une grosse légume de mon ministère qui voudrait me faire payer le martyr par une irradiation des effectifs du ministère des Affaires étrangères. Mais qu'à cela ne tienne, comme c'est lui le bon Dieu sur terre, il n'y a aucun problème. Moi, je m'en tiens à la providence. Je m'en tiens à la providence. Je m'en tiens à l'état de droit. Parce qu'il y a des juridictions compétentes et qui sont là pour charger des contentieux entre l'administration publique et les fonctionnaires gabonais que nous sommes. Pour le moment, je peux tout simplement saluer cette volonté affirmée par mon bienfaiteur Brice Koto Ligigé, qui est d'ailleurs le héros national de tout le monde. Le paiement de rappel sur solde de 1/3 va permettre aux Gabonais de payer un certain nombre de dettes, de souffler un peu et d'envisager l'avenir avec un peu plus de perspectives reluisantes. C'est la preuve que les Gabonais n'ont pas eu tort de faire confiance à Brice Koto Oligui Nguema. Quand bien même cette transition a eu plusieurs difficultés, quand bien même cette transition a des normes a priori, quand bien même cette transition se fait à géométrie variable, quand bien même cette transition nous amène vers des lendemains dont nous ignorons. Mais dans tous les cas, à partir de la bonne foi, la bonne volonté du détenteur exclusif du pouvoir totalitaire, nous voyons bien sa volonté affirmée
d'arriver à ce que j'ai toujours parlé de la prospérité partagée. La justice rétributive et la justice distributive. Maîtresses et sœurs chaleureuses, félicitations. Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que vous avez compris, à travers cette mesure qui intervient à l'ouverture de la campagne référendaire, donc le 12 novembre prochain, certainement, beaucoup de fonctionnaires vont faire leur campagne avec leur propre argent. Certains vont ouvrir des bars, d'autres vont payer des voitures, d'autres vont créer des unités productives. Et cela va permettre justement de relancer l'activité économique, la croissance économique de notre pays. Mais je voudrais tout de même m'adresser au peuple gabonais. Vous savez, nous sommes sortis d'une période assez difficile. Il faut que nous arrivions à apprécier les efforts qui sont consentis par le chef de l'État. Ces efforts individuels du chef de l'État doivent être appréciés à leur juste valeur. Et ces efforts sont d'autant plus remarquables que le 16 novembre prochain, nous avons un choix à faire. Un choix qui va déterminer la suite de notre transition. Choisir entre la constitution qui nous est proposée, choisir son adoption ou son refus. Mais je voudrais vous dire, très chers compatriotes, n'oubliez pas le rêve, parce que la nuit était longue. Dès la prise de pouvoir par le général de brigade, il a mis en place un certain nombre de réformes pour permettre aux Gabonais de s'impliquer dans le processus d'élaboration de notre constitution. On a bien vu que dans ce processus d'élaboration de la constitution, nous avons eu une inclusivité. Je dis bien une inclusivité. Il s'agissait d'écrire 10 pages de propositions de la constitution que nous voulons. Ensuite, les gens sont allés au dialogue national. Ensuite, on a mis une assemblée constituante. On a mis également ceux-là qui étaient chargés de réécrire une nouvelle constitution. De cette constitution, on a soumis à des amendements auprès du Congrès qui a identifié 800 et quelques amendements. Ensuite, le chef de l'État a rappelé les uns aux autres par une collaboration entre les membres du gouvernement, le CTRI et les autres organes constitués pour pouvoir arriver à un équilibre constitutionnel. Ensuite, on nous a sorti une monture définitive de la Constitution qui va être soumise à notre adoption. La Constitution a été promulguée par le chef d'État, diffusée au journal officiel. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Nous avons embrassé le régime présidentialiste, avec toutes les conséquences positives ou négatives qui s'en suivront. Et le 16, nous devons adopter cette constitution ou ne pas l'adopter. Pour les partisans du non, du refus de cette adoption, je comprends bien. Mais ce que je voudrais rappeler aux partisans du non, c'est qu'il y a eu une inclusivité, une participation populaire, il y a eu une adhésion des représentants de l'Assemblée nationale. Donc je vois mal comment ce nom-là va prospérer. Et d'ailleurs, même si ce nom n'est pas extraordinaire, arriver à prospérer, mais ce serait pour atteindre quel objectif? Dès lors qu'il nous faut progressivement sortir et rapidement de cette transition pour que nous remettions le pouvoir civil. Mais vous ne pouvez pas être les adeptes de la fin d'une transition et en même temps ceux-là qui veulent prolonger de manière indéfinie cette transition. La constitution qui a été écrite, bonne ou mauvaise, n'a pas personnalisé, n'a pas catégorisé le choix d'une personne. Ce sont des institutions qui sont mises en place, qui vont être gérées par des hommes. Mais vous le saviez, que quand bien même cette constitution a une certaine coloration, une certaine étymologie, mais c'est le peuple souverain qui aura toujours le dernier mot. Puisque tous ceux qui seront candidats
à l'élection présidentielle à partir des conditions d'éligibilité que nous avons modifiées, qui sont parvenus à modifier, où aujourd'hui les binationaux pourront prendre part effective à la prochaine élection présidentielle, y compris les autres élections générales. Donc il ne s'agit plus pour nous de tergiverser. Il s'agit plutôt d'arriver à cette approbation référendaire pour que nous avancions. Parce que nous sommes nombreux qui avons des ambitions. Nous sommes nombreux. Nombreux veulent être des candidats à l'élection présidentielle pour évaluer leur légitimité et leur légitimation au sommet de l'État. D'autres veulent être au sein de nos différentes chambres, être député, être sénateur, être maire, conseiller municipal, mais par des voies démocratiques. Mais si vous prolongez cette transition, eh bien, les organes qui sont là vont rester en état. Vont rester en état. Et c'est très dangereux de continuer à maintenir une chambre bicamérale où les gens ont été nommés et non élus. C'est très dangereux. Et je voudrais vous dire, d'ailleurs, très chers compatriotes, je vous invite à aller relire l'article 172 et l'article 173. Quel que soit le vote que vous allez exprimer le 16 novembre prochain, et si le vote référendaire est favorable par la victoire d'un oui, ce oui n'aura aucune valeur juridique si ce n'est après l'élection du prochain chef de l'État. Cela suppose quoi? Cela suppose que lorsque le oui va l'emporter, nous allons encore rester pendant une période avec la même charte de la transition. Or, l'objectif aurait été que dès que le oui l'emporte, eh bien, que cette loi fondamentale puisse nous permettre d'accélérer le processus de remise en état l'ensemble des institutions. Mais ce qui va causer également un véritable bouleversement, non seulement au sommet de l'État, mais également à travers tous les organes institués, constitués, et même au niveau des organes illégitimement constitués. Donc c'est pour vous dire que nous avons tout intérêt à ce que le oui l'emporte, pour que nous amorcions une seconde étape, qui sera celle de la restauration des institutions, mais par des voies démocratiques. Cette restauration des institutions par la voie démocratique va consacrer justement la suprématie par l'élection du président de la République, chef d'État. Si vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, lire cette constitution pour comprendre les subtilités, l'engagé caché derrière la mystique de cette constitution, eh bien, vous allez vous retrouver une fois de plus fourvoyé. Parce que la conséquence, c'est qu'après le vote référendaire du 8, nous allons tout de suite nous préparer pour l'élection présidentielle à venir. Et ce qui est sûr, elle n'interviendra pas en août 2025, ce n'est pas possible. Cette élection pourra intervenir entre le mois de février à mars. Donc vous qui avez les attellages, les appareils politiques, vous qui avez des ambitions de la conquête du pouvoir suprême, il serait de bonne loi pour vous de vous préparer minutieusement par rapport à cette période électorale à venir qui s'annonce avec faste. Pour David Mberakouma qui a déjà fait son choix, au cas où Brice Koto Ligengema se porterait candidat à l'élection présidentielle, après être débarrassé de sa tenue de militaire, de ses 2 étoiles de général de brigade, eh bien, David Mberakouma ira en campagne. Et ça, ce n'est un secret de polichinelle. Même lorsque le chef de l'État m'avait reçu, je le lui avais indiqué que moi, je sais qui sera candidat et que moi, je voulais lui apporter une réfléchie en participant ouvertement à sa campagne prochaine. Et c'est ainsi que le chef de l'État avait donné instruction à son plus proche collaborateur d'équiper mes QG.
Malheureusement, jusqu'à présent, j'attends mon équipement, quitte à l'avenir. Mais je sais, de devant moi, que le chef de l'État, étant un patriote et qui ne profère jamais du mensonge, il dit ce qu'il fait, quand bien même il fait ce qu'il dit, sans dire ce qu'il a fait. Mais je crois fermement que d'ici peu, je rentrerai en possession de mon matériel. Parce que la promesse du chef d'État ne saurait être, ne saurait suivre le chemin de Damas, c'est-à-dire le chemin des oubliettes. Il est de même pour la nomination que le chef d'État m'a promise, même si ses collaborateurs ont fait autrement, sont passés outre. Mais je sais, d'après le discours du chef d'État, il a dit clairement que je nomme les gens, mais ces gens mettent leurs parents. Et j'en fais partie. Et nous sommes nombreux. Au moment où je vous parle, j'ai déjà identifié plusieurs personnes dans le même cas que moi, qui ont été nommées par le chef d'État, mais remplacées par les parents de ces derniers. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons sereins. Et je voudrais appeler la jeunesse gabonaise à beaucoup de vigilance et de retenue prudente. Ne vous engagez pas sur des voies dépravées, sur des voies difficiles. Cette campagne référendaire ne changera rien de votre existence. Que vous votez oui ou non, je le répète, ce référendum ne changera rien dans votre existence. Ce qui changera dans votre existence, c'est le prochain chef d'État qui sera à la tête de notre nation gabonaise. Et c'est l'occasion pour vous de pouvoir vous préparer par rapport à cette épreuve fatidique. Si vous avez les ambitions d'être candidat, c'est le moment ou jamais de vous préparer. Parce que les élections vont aller très vite. Et si vous perdez votre temps dans des débats de clochettes et pécadilles, dans les débats de distraction, eh bien, vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif. Restez concentrés. Et moi qui vous parle, je vous dis, moi David Birakouma, le minotaure, la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, moi le prince Adouma, du village Youlou, du quartier Moutoubi Lungoma, moi je surprendrai beaucoup de gens au cours de ce processus. Je les surprendrai de temps de plus belle manière que moi, David Birakouma. Je suis un résigné. De la même manière, vous m'avez déclaré persona non grata. De la même manière, d'aucuns ont fait le complot de me radier des effectifs de la fonction publique. Mais je vous le dis, moi j'ai plusieurs dons et talents. Je me suis préparé. Ma mère m'a conditionné à toutes les exigences. Je survivrai même dans tous les déserts les plus dévastateurs. Vous ne parviendrez jamais à me briser. Je dis bien jamais. J'ai un moral qui me permet de résister contre tous les obstacles. Mais pour ceux-là qui ont choisi la voie de l'affrontement et la confrontation avec David Birakouma, sachez-le que je suis un insoumis. Parce que cette bataille-là, vous ne la gagnerez jamais. Vous ne la gagnerez jamais. Parce qu'il est difficile de vaincre un entêté, un jusqu'au boutiste, un suicidaire, un kamikaze. Parce qu'un suicidaire, un kamikaze, a déjà vendu sa vie. Il a déjà vendu sa vie. Il s'est résigné à mourir. Mais mourir de la plus belle manière. Ne pas mourir dans le déshonneur comme cette jeune femme. Après avoir fait des galipettes avec un monstrueux personnage qui a choisi la destruction des membres des familles. Un seul homme avec plus de 400 galipettes sexuelles. Alors qu'il a sa famille à lui.
avec 6 beaux enfants, avec une belle épouse. Regardez le niveau d'inhumanité de ces personnes. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils sont capables d'assujettir, d'avilir, de salir la dignité des familles. Et regardez, un homicide presque volontaire comme ça, à cause des réseaux sociaux. Parce que on a publié la nudité de quelqu'un, ses frasques sexuelles, sa libido érotique, satanique. Et tout le monde voit bien que cet homme était ritualiste. Et de surcroît, on apprend qu'il était malade. Qu'il était malade. J'ose croire que c'est une simple rumeur. Parce que si cet homme était véritablement malade, qu'il a le VIH, mais je soupçonne qu'il est malade, qu'il a véritablement le VIH. Parce que je viens de suivre sa vidéo où il disait qu'on va lui faire des examens, mais lui, il est rassurant qu'il est en bonne santé. Mais si par devers lui, il y a une des femmes qui l'aurait contaminé, c'est lui qui porterait plainte à cette femme. Regardez la malignité de ce personnage lugubre que la nature a bel et bien pourvu des organes sexuels et asexuels avec une telle irrégularité, un corps physique taillé comme un prince avec de l'argent, et il est venu détruire, et d'ailleurs même la carrière de son père. Paraît-il que son père est président ou directeur général de la CEACO, Communauté économique, bref, une haute personnalité de notre système économique et financier de la sous-région. À cause de son patronat, il a détruit la notoriété de ce personnage qui certainement vivait sans problème, sans quiproquo. Et même à cause de sa libido bestiale, à cause de ses frasques, sa monstruosité, sa méchanceté, son père va en pâtir. Et pire encore, ses enfants qui arrivent à voir la nudité de leur père à travers le groupe WhatsApp, à travers le groupe Facebook, à travers toute la communication autour des réseaux sociaux de l'humanité. Il est arrivé à ce lugubre personnage ce que disait un proverbe vrai, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient lavés, ceux qui les avaient vomis. Et là-dessus lavé, c'est une fois de plus voté dans le bourbier. Vous n'avez pas besoin de salir votre image parce que vous avez de l'argent et vous allez être poussé à assujettir les femmes parce que vous allez profiter de leur pauvreté, de leur misère pour les coucher à 4 pattes. Comment un être ordinaire, un autre normalement constitué peut coucher une femme en grossesse, sachant bien qu'il est même malade lui-même. Une femme en grossesse, une grossesse qui n'est même pas la sienne, à moins que ce soit la sienne. Mais je doute fort que cette femme en grossesse qu'il était en train de coucher n'était pas ça, n'était pas en grossesse de ce personnage. Et c'est tout de même dommage, parce que j'ai même appris qu'il a couché jusqu'à la femme de son propre oncle. Il a couché jusqu'aux femmes des procureurs, jusqu'aux femmes du ministre. Mais quel est ce niveau de méchanceté? Quelle est cette typologie de femme? Une femme de ministre dans les galipettes avec un pornographe, un sexologue sataniste, un véritable luciférien. Et je vois des femmes acclamer ce personnage jusqu'à justifier sa bestiale libido, prétextant que les hommes auraient abandonné ses épouses. Mais est-ce que vous imaginez toutes les difficultés auxquelles les hommes sont confrontés? Les difficultés, les pressions vécues dans leur milieu social, sur leur poste d'emploi. Et pendant que les hommes doivent se battre pour apporter à boire, à manger, pour sécuriser leur famille, vous avez des femmes comme ça, remplies de péchés, qui se caractérisent comme des gars prostitués, dévergondés, des quartiers malfamés de Fogou, de ces quartiers totalement exclus justement de la croissance économique de notre pays. C'est bien dommage et regrettable. Et ce qui est curieux, c'est que ce sont des femmes de la haute société. Des femmes, certaines sont à l'abri d'ailleurs du besoin. Des femmes qui sont couvertes
de tous les trésors, de toutes les poupes, les escarboutres, les 12 pierres précieuses. Une femme d'un procureur, vous ne me direz pas qu'elle est à la recherche des gargotes ou des bévreries. Une femme d'un ministre, une femme d'un magistrat. Mais comment est-ce que... Regardez un peu le niveau d'inhumanité de ces personnes. Et elles sont nombreuses comme ça. Des personnes qui ont de l'argent. Ils veulent salir l'image de tout le monde. Et c'est pourquoi ils sont jaloux même des gens qui n'ont rien. Ils sont jaloux des pauvres. Et j'ai toujours l'habitude de le répéter, les amis. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Lorsque vous voyez des personnes pauvres, il faut respecter ces personnes. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Parce que certaines de ces personnes pauvres ont refusé de se salir, ont refusé de se compromettre, ont refusé de rentrer dans les loges, dans les sectes pernicieux, où des hommes renversent d'autres hommes comme eux sur les canapés, sur les chaises, dans les bureaux. Et là, c'est les images des femmes que vous avez vues. Mais si un jour vous tombez sur les vidéos des hommes politiques, certains Gabonais que je connais dans ce pays, des hommes qui sont devenus des femmes, qu'on tourne à 4 pattes, dans les bureaux, dans les cuisines, dans les hôtels, on arrive à les faire voyager comme des prostituées pour aller les renverser en France, aux États-Unis, au Canada, en Égypte, un peu partout dans l'espace mondial. Et comment voulez-vous que ces personnes arrivent comme ça à vivre en harmonie, en osmose avec leur famille? Non. Ces gens-là ont renoncé à leur paternité. Ils ont renoncé à leur humanité. Et ils deviennent comme ça des loups féroces, des bêtes féroces, des léviathans. Et l'objectif pour eux, c'est d'entraîner le plus grand nombre de personnes de l'humanité vers cette déviation sexuelle. Parce qu'ils ont perdu leur âme. Ne perdez pas votre âme. Ne perdez pas votre âme. Contentez-vous du peu que vous avez. Si vous avez votre mari, votre époux, votre fiancé, qui n'a pas l'argent aujourd'hui, il n'y a rien qui vous dit que demain, il sera également dans la même situation. Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit qu'ils continueront à protéger leur argent demain? Mon père Salomon, d'après ce que dit la Bible, était le plus riche de l'humanité. Mais Salomon est mort dans la pauvreté et la misère. Il n'y a aucun pasteur qui va vous enseigner que Salomon est mort dans la pauvreté. Mais Salomon est mort dans la pauvreté. Il avait des milliers de femmes, des milliers de concubines. Et toutes ces femmes-là avaient des dieux étrangers qu'elles adoraient. Et Salomon a commencé par s'acoquiner avec les dieux étrangers de ces femmes. Et c'est ainsi que l'Éternel, ce Dieu grand, majestueux, ce Dieu puissant, pourvoyeur de toutes choses, le Dieu qui a créé l'univers, l'a dépossédé de ses biens. Salomon est mort pauvre. Salomon qui était le père de la sagesse et l'intelligence. Mon père Salomon, qui m'a transmis toutes ces fibres intelligibles. Mon père Salomon, qui m'a permis à travers notre génétique moléculaire ancestrale, qui m'a permis d'avoir justement ces principes d'oralité que nous avons hérités depuis les temps immémoriaux. Mon père Salomon est mort en insensé. Mon père Salomon est mort en insensé. Et c'est lui le précurseur de la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie. Franc qui vient de franchise, maçon qui vient de constructeur, de bâtisseur. C'est pourquoi eux se disent être des bâtisseurs. Mais le véritable bâtisseur, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas Satan. Le vrai bâtisseur, c'est Christ ressuscité à la croix de Golgotha. On l'appelle la pierre angulaire. Et c'est pourquoi la Bible dit la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, elle est devenue la principale de l'angle. Elle sera un rocher de scandale pour ceux qui n'ont pas cru. Mais pour ceux qui ont cru, cette pierre-là leur donnera le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne peut le nuire. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, un croyant, n'embrassez pas ces pratiques satanistes. Ne détruisez pas le couple d'autrui parce que vous avez de l'argent. Et c'est pourquoi quelquefois le manque d'argent
nous permet d'éviter beaucoup de choses. Parce que je peux vous compter plein comme ça. Plein d'hommes de Dieu qui sont tombés à cause de l'argent. David était tombé à cause de l'argent. David, tellement riche, bel homme, père de la louange et de l'adoration, aimé de Dieu par-dessus tout, avait convoité la femme d'Uri. Uri qui était son capitaine, qui était à son service. Et David, convoitant la femme d'Uri, son capitaine, son soldat, va envoyer son mari en bataille avec un faible effectif pour que son mari soit assassiné sur l'autel justement de l'affrontement et la confrontation avec les puissances étrangères. Et David va engrosser la femme d'Uri. Et Uri va mourir sur l'autel de la bataille pour la sauvegarde de la dignité du peuple qui était acquis à David. Et un prophète appelé Nathan, va aller voir David pour expliquer qu'il a une requête soumise à son appréciation. Et il va utiliser une métaphore pour calquer, pour masquer l'auteur de l'acte criminel qui aurait assassiné un époux pour récupérer son épouse. Et David va lui dire, mais cet homme qui a commis ce acte ne mérite pas la vie, il mérite la mort. Et Nathan va lui dire, vous venez de vous juger vous-même parce que c'est vous qui avez commis cet acte criminel. Parce que le Seigneur est au courant de tout, il sait tout, il voit tout, il entend tout. C'est vous qui avez envoyé Uri pour être assassiné et parce que vous avez pris son épouse. Et cette épouse-là, avec laquelle vous avez fait un enfant. Malheureusement, l'Éternel ne va pas s'arrêter là. Cette épouse ne va pas faire naître cet enfant dans de bonnes conditions. Cet enfant, malgré les supplications de David, et c'est pourquoi David a créé tous ces psaumes de supplication, tous ces psaumes de haute louange, de haute adoration, pour demander pardon à l'Éternel, ce Dieu grand, fort et puissant, qu'il avait doté de toute l'intelligence, qu'il avait doté de tous les biens, mais qui malheureusement avait trahi en assassinant un capitaine qui n'avait absolument rien fait, mais qui était pour autant à son service. À cause de sa libido sexuelle, eh bien, David va perdre cet enfant qu'il avait fait avec Ben Sheba. Ben Sheba. David va perdre cet enfant. Et il va se réjouir d'avoir eu grâce aux yeux de l'Éternel qui ne l'a pas laissé mourir, mais qui a plutôt pris cet enfant adultéré, cet enfant qu'il a conçu dans le péché. Et c'est ainsi que David va se repentir et jusqu'à la fin de sa vie. Et il va rester cet homme que Dieu non seulement aurait béni, non seulement aurait pardonné, mais l'Éternel aurait accordé la grâce jusqu'au dernier jour de sa vie. Je fais ce rappel historique pour vous dire que même après la mort du fils de David, eh bien, l'ensemble de la descendance de David vont continuer à vivre également dans le péché sexuel. Et ce péché sexuel va entraîner justement des guerres familiales, des guerres fratricides. Ce péché va entraîner également des guerres parricides. Parce que quoi? Eh bien, Dieu réprime le péché. Dieu réprime le péché. Arrêtez de faire du mal aux gens inutilement. Ayez du plaisir à faire du bien aux gens. Vous qui êtes en train de faire du mal à David Mirakouma, qui ne vous a rien fait, vous qui êtes en train de me traquer, vous qui êtes en train de m'oppresser, la Bible dit l'oppression rend le sage insensé. L'oppression rend le sage insensé. Vous qui êtes en train d'augmenter mon taux d'adrénaline, ma tension artérielle, pour la simple raison que ma faute mélanine ne vous convient pas. Je ne sais pas
avec un visage rabougri comme le mien, avec une telle noirceur sur mon visage, avec une pauvreté qui caractérise ma personne, je me vois mal comment est-ce que vous pouvez haïr un tel personnage comme le mien, un rejeté, un pestiféré, un flagellé. Mais je ne fais même pas attention à vous. Vous n'êtes même pas sur le même cordon ombilical que moi. Vous ne poursuivez pas la même trajectoire décennale que moi. Moi, je ne suis pas à la quête du pouvoir. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas à la quête du pouvoir. Je vous le dis, je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai un pouvoir que vous ne pouvez pas voir. J'ai un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ceux qui savent, qui sont dans les sectes pernicieux, qui sont dans les loges, qui savent détecter les dons et les talents, savent qui est David Berakoma. Ils savent quelle est ma capacité. Ils savent quelle est ma productivité. Ils savent quelle est ma plus-value. Ils le savent. Mais comme ils ne peuvent plus me manipuler pour atteindre leur objectif, comme certains ont pu profiter de mon leadership pour atteindre leur firmament, leur objectif, ils ont pu profiter de ma présence à leur côté pour pouvoir avoir des gains de productivité de la part du prince, de la part du béton. Mais vous savez, qu'à Dieu ne plaise, la pierre retourne vers celui qui la roule. La pierre retourne vers celui qui la roule. Celui qui renverse une montagne sera mordu par le serpent. Moi, je suis David Berakoma. J'ai ma grand-mère qui m'avait donné un surnom. Elle m'appelait Mwana Mwedi. Mwana Mwedi. Et elle avait dit que ce pseudonyme voulait dire le fils du sifflet. Le fils du sifflet. Le fils du sifflet. Le fils du sifflet. Et un jour à l'université, un de mes collègues me dit, Thierry Essam, tu sais, tu as de lourdes batailles, mais ne capitule jamais. Et il me dit qu'il a fait un rêve et on m'appelait l'énergie de l'étoile du berger. Partout où ce compatriote me voyait, il me disait l'énergie de l'étoile du berger. C'est le pseudonyme qu'il m'avait donné. Et une autre fille d'une très haute personnalité du Gabon me disait qu'elle a dormi et dans son rêve, on l'a envoyé me parler parce que l'Éternel disait que désormais on m'appellera le cosmos. Le cosmos. Et c'est pourquoi j'ai créé l'émission Atmosphère. L'émission Atmosphère, c'est encore un autre compatriote qui est venu, qui m'a dit, David Berakoma, le Seigneur m'a dit que tu crées une émission dénommée Atmosphère pour pouvoir parler aux Gabonais de l'atmosphère à venir de notre pays. Vous voyez sûrement le Gabon calme comme ça, mais vous n'imaginez pas ce qui se passe dans les salons feutrés, dans les salons calfeutrés, par les courtisans, par les intrigants. Vous n'imaginez pas les batailles de toutes ces personnes pour la conservation de leurs privilèges induits, leurs privilèges patrimoniaux, leurs privilèges familiaux. Vous n'imaginez pas, dans cette hiérarchisation des organes transitionnels, comment certains acteurs politiques arrivent à ne pas regarder certaines personnes en face, les regarder dans leurs yeux, parce que un David Berakoma leur avait averti par le passé de faire attention. Lorsque je vois mon frère Oseniosa en prison et que j'apprends qu'il a été dépossédé de tous ses avoirs, lorsque je vois mon petit frère Nourdine Bongo Valentin, lorsque je vois mon frère, mon petit frère Steve Diokon Djoko, lorsque je vois Yann Ngoulou, et que toutes ces personnes, je les avais dit de faire attention au Dieu du Gabon, que le Dieu du Gabon était un Dieu excessivement dangereux, un Dieu d'une nocivité que vous n'imaginez pas.
Et je leur ai dit de se ressaisir, d'arrêter de faire du mal au peuple souverain, de nourrir ce peuple, de le penser, de l'habiller, de faire le bien à ce peuple-là. S'ils ne voulaient pas avoir la disgrâce, s'ils ne voulaient pas avoir l'épée de l'Éternel sur leur tête, regardez là où ces personnes ont terminé leur vie. Jusqu'à une semaine de la fin de la campagne, j'ai dit au Seigneur ça. J'ai dit, mon frère, prends le peu que tu as déjà pris. Tu as de l'or, tu as l'argent à l'étranger. Enlève ton corps. Va-t'en parce que Ali ne sera pas le prochain président du Gabon. Et vous serez capturé. Vous serez jeté en prison et vous allez tout perdre. Qui aurait pu croire que c'est Sylvia Bongo Ondimba qui va réclamer la justice dans ce pays? Qui aurait pu croire que c'est Sylvia Bongo Ondimba qui allait avoir des avocats tels que Gisèle Ehui pour pouvoir la défendre? Qui aurait pu croire que le CGAP, le coordinateur général des affaires présidentielles, celui-là que ces courtisans intrigants chantaient les cantiques et les louanges mortifères chaque jour de leur vie, qui aurait pu croire qu'ils pourraient se retrouver en prison? Et pourtant, moi, je l'ai dit, pendant qu'ils étaient en pause, que vous allez terminer votre vie en prison. Ils sont en prison. Donc, vous qui êtes en train de jouer avec les populations gabonaises, vous qui pensez que ces populations sont stupides, que ces populations sont bêtes, que vous pouvez les spolier, vous pouvez les matraquer, vous pouvez les contraindre dans des villes corvées, dans la servitude, vous pouvez les esclavagiser, vous pouvez tout faire d'eux. Je vous le dis, l'Éternel, le Dieu du Gabon, le Dieu des opprimés, le Dieu des malheureux, est un juge souverain. C'est un magistrat incorrompu. Et au ciel, il y a les cours, il y a les tribunaux. La Bible dit, plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Regardez comment ces gens-là sont en train de matraquer David Ngalakuma. Comment ces gens sont en train de me meurtrir. Comment ces gens-là veulent me pousser à leur faire du mal. Regardez comment ces gens-là veulent me pousser à leur faire du mal. Inutilement. Tellement ils ont du plaisir dans les batailles inutiles. Ils ont du plaisir dans les affrontements et les confrontations dont ils ne connaissent même pas les enjeux, dont ils n'ont même pas la capacité de politique de riposte, de politique d'endiguement, de politique de contènement. Parce qu'ils comptent sur leur poste, ils comptent sur leur savoir, leur connaissance. Alors que la plus grande connaissance, c'est la connaissance du Dieu créateur. Tant que vous n'avez pas un lien d'affiliation, un lien d'affinité, un lien de connectivité avec le Dieu créateur, le Dieu salvateur, je vous dis, vous allez errer sur terre. Même lorsque vous aurez de l'argent, Dieu va susciter des personnes pour vous faire tout perdre. Et vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Lorsque je vois les gens se moquer du christianisme, mais vous ne savez pas le confort que le christianisme donne aux gens, l'aisance morale, l'éthique que le christianisme arrive à susciter auprès des personnes. Christ c'est ma vie, c'est ma passion. Et je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Christ c'est ma vie, c'est ma passion. J'ai vu des gens qui étaient en train de se moquer de moi lorsque j'ai invoqué les cieux, lorsque j'implorais la grâce salvatrice d'Élohim. Ils étaient en train de rigoler. Este chico a perdido la cabeza. Está un poco psicoloco. David Ngalakuma a perdu la tête. Il est devenu fou. Une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois. Moi, mes batailles, je les règle par la louange. Je n'ai pas de juge, je n'ai pas de magistrat, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas un homme vers qui allait me plaindre, je n'ai pas un homme vers qui allait plaider ma défense. Eh bien, je chante ma louange, je chante mes cantiques, et puis je viens m'asseoir à la maison. C'est la seule chose que j'ai fait pour me défendre. Dites à toutes ces personnes qui cherchent les batailles inutiles, dites-leur de bien chercher l'adversaire avec lequel ils ont décidé de mener ces batailles. Je vous le dis, j'ai une capacité de nuisance que les gens n'imaginent pas. J'ai une capacité de nuisance que les gens ne peuvent pas imaginer.
Si je n'arrive pas à te nuire physiquement parce que tu veux me nuire physiquement, je vais rentrer dans un autre métabolisme. Mais quand je rentre dans ma mutation, mon frère, quand tu vas te retrouver dans des difficultés, avec les maladies défiant la science, quand tu vas parcourir l'univers, les constellations, et on te dira que tu t'es attaqué à un astéroïde, que tu t'es attaqué à un gitan, à un mutant, et que ta rédemption passe par ce gitan, ce rédempté, que toi tu as décidé de vouloir écraser, alors qu'il ne t'a rien fait, parce que tu as une petite parcelle de pouvoir, une infime parcelle de pouvoir, une infime parcelle de pouvoir. Mon frère, ma soeur, régis-toi pendant que tu es en bonne santé. Pendant que tu es en bonne santé, rachète le temps. 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 Les jours à venir seront mauvais. Je dis bien, les jours à venir seront mauvais. Ces jours à venir ne seront pas mauvais pour une personne. Ces jours à venir ne seront pas mauvais seulement pour David Mbelakouma, que vous avez décidé d'écraser. Ces jours mauvais seront également contre toi, contre ta famille, contre ta descendance, contre la nation tout entière. Ces jours mauvais seront contre la nation tout entière. Parce que le Seigneur vous parle, mais vous refusez d'écouter. Le Seigneur vous parle, vous vous entêtez, vous fermez vos oreilles parce que vous avez de l'argent. Vous fermez vos narines parce que vous avez de l'argent. Eh bien, c'est bien pour vous. Félicitations parce que vous avez de l'argent. Félicitations parce que vous avez le pouvoir. Continuez à exercer ce pouvoir. Continuez à faire du mal au peuple de Dieu opprimé. Continuez à oppresser ce peuple de Dieu-là qui ne demande que le minimum vital. Le peuple ne demande que le minimum vital. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si tu fais du bien au peuple, le peuple te fera le même bien. Si tu fais du bien au peuple, le peuple te fera le même bien. Tu es directeur des ressources humaines. Qu'est-ce que tu vas gagner à faire du mal à un David Mbelakouma? Lorsque tu envisages une irradiation de David Mbelakouma, de 18 années de service au ministère des Affaires étrangères, tu es sûr qu'un procès comme ça au Conseil d'État, que tu t'en sortiras. Parce que tu n'as même pas d'arguments. Les arguments juridiques, les arguments de fait, la jurisprudence, tu n'as rien. Mais tu veux t'engager sur un chemin qui va te faire perdre. Je t'invite à te ressaisir. Je t'invite à te débarrasser de ce problème. Cette épine qui est sous ton pied, cette épine qui est sous ton pied, enlève cette épine-là avant qu'il ne soit trop tard. Restaure David dans sa dignité. Remettez-lui sa présence au poste pour qu'il aille récupérer son bon de caisse et s'occuper de sa famille. Vous avez décidé de payer les rappels sur sorte. Payez David Mbelakouma ses rappels sur sorte. Maintenant, si vous voulez me radier, vous me radiez. Donnez-moi mes 2 ou 3 ou 4 ou 5 millions. C'est le fruit de mon travail. Je l'ai mérité. C'est mon cerveau. Vous me donnez cet argent et puis je m'en vais. Je vous laisse avec votre administration. Je vous laisse avec votre pays. Faire tout ce que vous voulez. Je vais aller chez Victor Makango faire la pêche. Et puis je vais m'occuper de ma famille. Même au chômage, déjà, je m'occupais de ma famille. Ce n'est pas parce que vous m'aurez traqué
comme une bête de somme que vous aurez réussi à me vaincre. Vous ne parviendrez jamais à me vaincre. Je vous le dis. Avec toute la force de mon intime conviction. Vous ne pouvez pas tuer l'esprit de la chevalerie. Vous pourriez tuer le chevalier, mais l'esprit de la chevaleresque, vous ne parviendrez jamais à la tuer. Les chevaliers sont des nobles. Ils sont frappés du sceau. Ils sont frappés du sceau. Et ces gens-là, ils meurent dans la dignité. Ils ne meurent jamais dans le déshonneur. Parce que le Seigneur les accompagne même dans la mort. Une mort avec dignité. Non pas une mort avec le déshonneur. Donc, très chers compatriotes, merci pour votre soutien. Merci pour votre écoute. Merci pour votre compassion. Merci pour vos conseils qui me sont d'une certaine préciosité. Si vous avez appris que David Berakouma a perdu la boule, eh bien, dites-leur que je me sens très bien. Hein? J'ai ma tête bien disposée sur mes épaules. J'arrive à raisonner dans mon bon sens. Et d'ailleurs, d'ici là, je serai encore invité au cours d'un autre débat à Gabon 24 pour parler de la même constitution et défendre mon bienfaiteur jusqu'au de Guinée. Donc, le reste m'importe peu. Bonne nuit à tous. Que le Dieu grand, fort et puissant vous protège. Que les anges de l'Éternel protègent vos familles. Que les chérubins resplendissants aux 6 ailes déployées vous accordent les grâces et les faveurs de l'Éternel. Et que les séraphins aux 2 épées flamboyants vous accordent la justice. Que les magistrats célestes vous accordent la justice. Et que tous les opprimés de l'humanité, particulièrement tous les laissés pour compte société du Gabon, qui sont victimes de discrimination, qui sont victimes d'une gestion aléatoire des ressources humaines, que toutes ces personnes-là trouvent la force, trouvent le courage, trouvent un sens à leur existence. Ne vous découragez pas, ne perdez pas confiance, espérez contre toute espérance. Parce que l'espérance du juste ne périra jamais. Mais n'espérez pas comme une cymbale retentissante. Parce que mon père Omar Bongo Niba, père son âme, disait que celui qui vit d'espoir sans lendemain finira par mourir de faim. Ne vivez pas d'espoir sans lendemain. Vivez d'une espérance réfléchie, une espérance cartésienne qui vous permet d'aller vers des batailles d'affirmation des minorités, des marginaux que vous êtes. La bataille du prolétariat, c'est la bataille contre les forces oppressives, les forces occultes, ce que j'ai qualifié de démons tropicaux. Ces démons tropicaux, ce sont ces gérontocrates politiques qui écument nos villes et villages, qui nous étouffent comme une chape de plomb. Ces vieillards qui occupent vos emplois, par l'augmentation encore de l'âge de la retraite. Ces derniers sont encore là, après avoir occupé tous les compartiments sociétaux. Et ils ne se reposent jamais. Vous devez vous battre pour les renvoyer en retraite anticipée. Non pas en retraite anticipée, parce qu'ils étaient déjà en retraite. Non pas anticipée, mais par le fait de leur âge. Priez pour que ces personnes-là soient déplacées de le poste qu'ils occupent. Sans quoi, vous n'arriverez à rien. Priez contre les aristocrates. Priez contre les bourgeois. Priez contre les plutocrates émergents. Priez contre les mercantilistes épicurieux émergents. Implorez la grâce divine pour que l'Éternel vous ferait un chemin, vous ouvre une porte pour que vous également, vous puissiez avoir le minimum de confort pour protéger, pour sécuriser vos familles, pour que vos familles également ne puissent pas vivre cette condition d'existence maussade que vous avez vécue. Vos familles ne doivent pas vivre la précarité, la pauvreté que vous avez vécue. Parce que le Gabon est un pays riche, à revenus intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale géologique, un scandale minier,
un scandale halieutique par les organismes financiers internationaux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Regardez tous ceux qui pleuraient hier, tous ceux qui accusaient Ali Bongo Niba d'être un dictateur, d'être un être humain qui gaspillait l'argent de l'État. Mais regardez tous ces ministres que le chef de l'État allait récupérer par-ci, par-là, dans les faubourgs de Paris, dans les villes et villages, des quartiers malfamés et de chez nous. Mais regardez, en très peu de temps, comment leur existence a été transformée. En une année, certains ont dans leur parking 4, 5, V8, sans compter les bâchers, les doubles cabines, alors que par le passé, ils n'avaient même pas une brouette, ils n'avaient même pas un vélo, ils n'avaient même pas une pirogue. Mais regardez aujourd'hui comment ils étalent leur opulence, leur voluptuosité avec des dents. Et ils nous regardent désormais de travers. Parce que ce sont des nouveaux nantis, ce sont des nouveaux riches. Regardez les quartiers dans lesquels ils habitent. Ceux-là qui habitaient avec nous les Matiti hier, ils sont maintenant dans les faubourgs d'Akanda, dans la cité d'Amas, ils sont maintenant dans les quartiers IP de la Sablière. Et là, comme ils ont entendu le référendum, avec l'ouverture de la campagne, ils reviennent encore vers nous, à pieds joints, comme des grenouilles, comme les cafards, comme les sauterelles, pour mendier notre suffrage universel. Alors qu'il y a un passé relativement récent, ils ne reconnaissaient pas le pouvoir qui est le nôtre, le pouvoir qui est le vôtre, c'est-à-dire le suffrage universel direct. Regardez aujourd'hui comment Alain-Claude Bébinze arrive à vouloir défendre maintenant le suffrage universel direct. Celui qui dit aux hommes que le vote est une âme de destruction massive, que le bulletin de vote est une âme contre la dictature, une âme contre les Kalachnikov, contre les fusils d'assaut, contre les ordres de Staline. Mais il y a un passé relativement récent. Alain-Claude Bébinze ne pouvait porter un tel discours. Il ne pouvait porter un tel discours. La seule chose qu'il disait, c'est que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens. Et que le PDG au pouvoir n'attendait pas céder le pouvoir. Le PDG est encore au pouvoir. Il y a encore un autre PDG qui allait récupérer l'opposition en train d'organiser cette opposition maquilleuse, cette opposition sans projet alternatif de développement. Et vous avez encore une autre partie du PDG, les anciens PDG qui ont caporalisé l'État. Et Brice Koteur Oligui Nguema se trouve comme ça au milieu, enfermé par le triangle de Bermude, un triangle de Bermude avec les trois faces, avec une même matrice, le système Bongo PDG. Il s'agit pour les syndicalistes que vous êtes, il s'agit pour la société civile que nous sommes, d'arriver à porter une aide réfléchie au chef de l'État Brice Koteur Oligui Nguema, en le protégeant, en protégeant sa famille, en protégeant la patrie, en protégeant notre future constitution, et qui fera nous des citoyens actifs, des citoyens qui vont retrouver progressivement leur humanité, qui vont retrouver progressivement leur lettre de noblesse. Parce qu'il s'agit justement que les véritables Gabonais puissent jouir du bénéfice de la croissance économique de leur pays. C'est pourquoi ce premier geste de paiement des avancements, des rappels sur solde de 35 milliards est une véritable bouffée d'oxygène. Mais que cette opération ne soit pas une opération qui va encore exclure le plus grand nombre de compatriotes pour créer encore d'autres difficultés. Il faut que ces 35 milliards soient redistribués aux ayants droit. Et il faut également réfléchir sur comment faire sur ces jeunes chômeurs. Dans une de mes propositions au dialogue national inclusif, moi, David Mbelakouma, j'avais imaginé un revenu d'insertion professionnelle à hauteur de 150 000 francs. Moi, David Mbelakouma, j'ai fait cette proposition de 150 000 francs qui allait permettre justement aux chômeurs en attente d'un emploi de pouvoir satisfaire un certain nombre de préoccupations majeures, parce que le chômeur également a droit à la rétribution de la croissance économique de notre pays. Il s'agit donc pour Brice Koteur Oligui Nguema de réfléchir sur les mécanismes de rétribution de notre plus-value pétrolière. Permettre également aux handicapés, toutes ces personnes qui ont des difficultés justement, de pouvoir obtenir un emploi, de pouvoir se mouvoir, parce qu'ils sont nés comme ça. Ils sont des malvoyants, malentendants, certains handicapés. Ces gens-là ont besoin d'être soutenus. Ces gens-là ont besoin d'être accompagnés.
Et c'est cela le rôle de l'État. Un État assistateur, un État partenarialiste, un État avec une maternité allaitante qui arrive à nourrir l'ensemble des compatriotes gabonais. Merci de votre bien-aimable attention. Bonne nuit à tous. Nous nous retrouverons demain pour évaluer la première journée de la campagne référendaire sur l'élément factuel qui serait celui de la validation ou non de la constitution à venir de notre pays. Merci de votre bien-aimable attention. Je suis Thierry Essam David Mbiakouma, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition août 2025 pour Brice Côté Oligui-Nguema. Je suis instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères, diplômé de l'école de préparation carrière administrative, 17 sur 20 de notes de moyenne de soutenance du rapport de stage, 12,89 de moyenne annuelle, et je suis consultant dans plusieurs chaînes de télévision, et particulièrement à la presse présidentielle Gabon 24, où j'arrive à discuter de toutes les problématiques liées au développement de notre pays avec tous les cerveaux de notre État. Et je mets à défi quiconque de m'inviter à n'importe quel débat sur la constitution à venir qui va être soumise à leur adoption pour que nous puissions éclairer l'opinion et que les Gabonais puissent voter en leur âme et conscience. Cette constitution n'est pas la constitution de Brice Côté Oligui-Nguema. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous mentir pour dire que voter non, c'est voter contre Brice Côté Oligui-Nguema. Et que voter oui, c'est voter pour Brice Côté Oligui-Nguema. Ce sont des mensonges, c'est une supercherie électorale et ne l'entendez pas ainsi. La constitution, c'est ce cadre juridique qui va régir toute notre architecture politique, économique, sociale, qui va redresser nos droits, nos libertés, nos garanties constitutionnelles, ainsi que l'interactivité entre les différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Merci de votre bien-aimable attention. Bonne nuit à tous. Nous nous retrouvons demain à partir de 14h.